Les femelles ont par contre des pinces un petit peu plus fines et rouges. Mais quoi qu'il en soit, les deux sont des animaux qui sont extrêmement agressifs, voire même dangereux à manipuler en saison chaude, quand l'eau est chaude et qui sont hyper actifs. C'est des animaux qui peuvent vraiment faire mal et qui d'ailleurs découpent sans aucun problème les filets des pêcheurs. Et juste, je rajoutais aussi que dans Calinectes sapidus, il y a sapidus, et sapidus, ça vient du latin, ça vient du latin, ça veut dire qui a du goût, de la saveur. Donc voilà, c'est quand même important à retenir. Autre point que j'ai abordé, c'était le fait que cette espèce, il ne faut pas la confondre avec l'espèce qui est présente en Tunisie et qui est donc une autre espèce, Portunus segnis, qui est lui un migrant lessepsien. Donc c'est une espèce en fait qui vient de mer Rouge et plus généralement de la zone Indo-Pacifique. Donc c'est une espèce qui est extrêmement présente dans les eaux tunisiennes, mais qui a une préférence pour les milieux marins ouverts, contrairement à Calinectes sapidus, qui lui a une préférence pour les estuaires et pour les lagunes. C'est clairement marqué aussi bien dans son aire de répartition d'origine que chez nous, sur notre littoral, on voit bien qu'il est présent dans les lagunes. Voilà. Donc là, vous avez une photo, enfin, vous avez des photos avec Thierry Gavascou qui porte un Calinectes sapidus assez costaud dans ses mains et un Portunus segnis qu'on a photographié l'année dernière lors d'une mission à Kerkena. Donc on voit bien quand même qu'il y a une différence notable entre les deux espèces, hein. Les animaux n'ont pas tout à fait les mêmes formes, mais ça reste deux crabes bleus pointus avec des pointes sur les côtés. Donc c'est vrai qu'on peut les confondre malgré tout. Voilà, en tout cas, c'est clair et net. Quand on a commencé à nous parler de crabes bleus, on a fait un petit peu l'amalgame avec ce qui se passe en Tunisie. Et ce n'était pas du tout les mêmes espèces. À savoir que pour l'instant, l'espèce tunisienne, enfin l'espèce de mer Rouge n'est pas présente chez nous, fort heureusement, justement, elle serait dans la mer, en mer ouverte. Là, ça poserait vraiment des gros soucis un peu partout. Par contre, Calinectes sapidus est présent maintenant et depuis très peu de temps au niveau des îles Kerkena, donc en Tunisie. Donc là, ils sont confrontés aux deux espèces. En ce qui concerne donc les caractéristiques biologiques de Calinectes sapidus, donc l'aire de répartition, je vous le disais, c'est les côtes américaines du Canada à l'Argentine, donc des eaux plutôt fraîches, un peu moins salées que la Méditerranée. Et donc la répartition actuelle, là, du coup, Coraline vous en a parlé. C'est une espèce qui est présente en France métropolitaine depuis les années 1900. Elle s'est petit à petit, elle a fait son apparition dans la moitié du XXe siècle, la première moitié du XXe siècle, la deuxième moitié pardon, du XXe siècle. Et là, depuis 4-5 ans, elle apparaît vraiment de manière très claire et très nette dans nos lagunes tout le long du littoral méditerranéen. Voilà. Et donc, il n'y a pas que chez nous, évidemment, qu'elle est présente. Elle est présente en Espagne, elle est présente en Italie, elle a été signalée donc, en Tunisie récemment, au Maroc. J'ai moi eu à reviewer un papier pour un signalement aussi en Algérie en 2019. Donc voilà, donc l'aire de répartition s'étend de plus en plus. Enfin, en tout cas, c'est pas l'aire de répartition, encore une fois, mais c'est les localisations qui se multiplient de plus en plus. Donc, pour revenir au milieu de vie dans l'aire d'origine, donc elle vit sur des fonds vaseux sableux, principalement dans les lagunes ou dans les estuaires, jusqu'à 35 mètres de profondeur, donc des eaux dessalées. Elle est très tolérante à la température, avec une température supérieure, une température qui va être supportée de 3 à 35 degrés. Donc, c'est quand même des variations assez importantes. On a peu d'animaux marins qui supportent de telles variations. Elle est aussi tolérante aux faibles teneurs en oxygène, ce qui peut expliquer qu'elle puisse s'enfouir dans la vase à certains moments, voire même peut-être hiberner là-dedans. C'est un crabe qui est inactif en dessous de 10 degrés, qui a une longévité de 3 à 4 ans. Et donc, j'ai expliqué que nous, en aquarium, autant quand on les maintient en température assez élevée, on a du mal, enfin, on n'arrive pas à en maintenir plusieurs ensemble, ils s'entretuent. Autant, par contre, si on baisse la température et qu'on les maintient entre 13 et 15 degrés, on a des groupes d'animaux qui se supportent, voire même qui s'accouplent. Donc, on a de l'accouplement même en eau fraîche. Et là, on a des animaux depuis plusieurs mois en captivité qui s'entendent vraiment très bien et qui s'accouplent assez régulièrement. Voilà, donc tolérance à la salinité aussi extrêmement large, puisque de 2 à 48 grammes par litre, c'est vraiment hyper important. Là, encore une fois, pas beaucoup d'animaux supportent ça. Et on suppose que les femelles donc, remontent dans les cours d'eau au moment de la reproduction. Pourquoi on ne le sait pas, mais c'est soit pour déclencher leur ponte, soit pour favoriser le développement des larves. Et à un moment donné, il va y avoir une sorte de dévalaison. Elles vont descendre les cours d'eau, en tout cas les estuaires, pour rejoindre la mer. Et à ce moment-là, quand elles rejoignent la mer, c'est clair que c'est pour émettre leurs larves, pour que ces larves partent dans le plancton, pour en fait, passer leur premier stade larvaire en pleine eau, en plein milieu du plancton, en mer, où elles vont trouver leur nourriture.
Donc, c'est une grande espèce. Encore une fois, je le citais au début, hein, 23 cm de largeur pour un poids qui peut atteindre 950 grammes. On parle de 23 cm de carapace, donc c'est vraiment un très gros crabe. Et on a vu cette année des captures vraiment d'individus qui étaient vraiment impressionnants. Et encore une fois, très dangereux. Je pense que là, si on se fait coincer les doigts dans ces pinces, on se fait couper le doigt, clairement. Voilà, donc des capacités de nage enfin de déplacement qui sont évaluées à 15 km par jour. Là aussi, c'est assez folklorique quand même. Donc, c'est de la nage. C'est un crabe qui nage vraiment très, 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 très bien. Et comme l'espèce tunisienne d'ailleurs. Il y a d'ailleurs dans l'espèce tunisienne, donc c'est Portunus segnis, il y a une autre espèce qui s'appelle Portunus pelagicus, qui donc sous-entend que cette espèce doit certainement se déplacer en pleine eau sur des grandes distances. Le régime alimentaire, il est extrêmement varié. Donc déjà, ce sont des animaux qui sont extrêmement agressifs, y compris entre eux. Il y a du cannibalisme, clairement, sauf quand on est en température un petit peu fraîche, hein, moins de 18 degrés, voire même moins de 16 degrés. Sinon, ben, c'est omnivore, ça consomme de tout, y compris des amphibiens, des insectes, des jeunes oiseaux, même si cette espèce arrive à les attraper. Elle était aussi nécrophage, parfois donc cannibale. Et puis le régime alimentaire, à 40%, il est constitué de gastéropodes et de bivalves, 20% de juvéniles de poissons, le reste étant en fait un petit peu de tout, y compris des algues. Donc l'espèce cesse de s'alimenter en dessous de 15 degrés. Nous, à l'aquarium, là, on en a qui sont actuellement maintenus entre 12 et 13 degrés. Pour l'instant, ils continuent à s'alimenter malgré tout. Et ils mangent en aquarium tout ce qu'on leur donne à manger. Là. Donc, qui nous ont été fournis par Jean-Claude Post, qui est un des pêcheurs de la lagune de Canet. Là, on n'a aucun problème pour les nourrir. D'ailleurs, ils s'accouplent, donc c'est qu'ils sont vraiment en pleine forme. Les prédateurs potentiels, donc je disais qu'il y avait le poulpe, la sèche et les congres principalement. Donc ça va être le poulpe qui a vraiment un impact fulgurant sur l'espèce. Il maîtrise le crabe sans aucun problème. La sèche certainement ferait de même. Mais encore une fois, vu le nombre de crabes qui sont présents et vu la densité de poulpes qu'on a dans nos milieux, c'est peu probable qu'on puisse avoir un contrôle naturel par les poulpes, d'autant plus que les poulpes ne fréquentent pas les lagunes ou très peu. On peut supposer par contre que pour les juvéniles, de nombreuses espèces peuvent être des prédateurs, y compris les anguilles et les oiseaux marins qui se nourrissent de proies vraiment multiples dans les lagunes. Au niveau de la reproduction, la maturité sexuelle, elle est assez rapide pour un crabe aussi grand, 12 à 18 mois. Chaque femelle peut produire plus de 2 millions d'œufs par ponte et se reproduire plusieurs fois par an. La ponte, en général, elle est estivale, elle s'étend à l'automne. On a bien vu, nous, en aquarium, qu'on avait des accouplements tardifs jusqu'au mois d'octobre-novembre. Et même maintenant, il y a des moments où ils s'accouplent encore, sans avoir de production d'œufs, mais il y a de l'accouplement. Et une durée de vie larvaire de 30 à 40 jours, ce qui est relativement rapide pour un crustacé. C'est généralement, on est sur des durées plutôt. On peut avoir des crustacés qui sont sur des durées là, mais sur des grosses espèces, c'est quand même assez rare. On est plutôt sur des durées du double en général. Voilà, et les femelles et graineux et des juvéniles sont rencontrés dans les lagunes méditerranéennes depuis 2-3 ans, signe que la reproduction elle est bouclée chez nous. Vous voyez là sur cette illustration l'accouplement donc en haut à gauche avec le mâle pince ouverte qui protège la femelle avec laquelle il est accouplé qui se trouve en dessous. Peu après l'accouplement, donc il y a une émission d'une masse d'œufs vraiment importante. Ça, aussi par rapport aux autres crabes, on voit que la masse d'œufs elle est vraiment très très grosse et ces œufs donc vont éclore et puis donner naissance à des larves que vous voyez ici, qui sont des stades classiques du développement larvaire des crustacés et qui vont se développer en pleine eau au départ, dans le milieu pélagique, et qui à un moment donné vont se métamorphoser en juvéniles benthiques, donc ils vont rejoindre le fond. Cette espèce donc, est maîtrisée en aquaculture, puisque aux États-Unis, pour essayer de comprendre les déplacements, ils ont fait de la production en captivité de plusieurs dizaines de milliers d'individus qu'ils ont pu marquer avant de les relâcher. Voilà, donc de nombreuses questions et interrogations demeurent. J'avais fini sur ça. Hein. Quel est le cycle biologique de l'espèce dans les eaux méditerranéennes? Il est connu vraiment très très bien aux États-Unis, mais chez nous, dans des conditions de régime, en particulier de température qui sont différentes, on se demande ce que ça peut être. Comment repérer les juvéniles? C'est quand même une grande question. On en capture de manière anecdotique, mais comment on pourrait évaluer leur densité? Où est-ce qu'ils se trouvent? Quel va être l'impact des juvéniles, mais aussi des stades larvaires sur les espèces méditerranéennes? On sait par exemple que chez Portunus segnis, les juvéniles s'attaquent à tout ce qui est petites coques, petites praires,
ils mangent des petits coquillages en fait. Donc, ils arrivent à glisser des pinces en fait, à l'intérieur et à détruire des stocks assez importants de petits coquillages, même de coquillages juvéniles. Donc, il faudrait voir si on a aussi cet impact-là en Méditerranée, par exemple sur les télines, s'ils sont encore du côté mer à ce moment-là. Voilà, la période de reproduction en Méditerranée, on commence à la cerner, hein, c'est plutôt estival. Mais bon, est-ce qu'elle s'étend pas aussi au printemps et à l'automne, vu ce qu'on observe en aquarium? Les prédateurs de l'espèce, donc je vous le disais, le poulpe, mais bon, il y aurait certainement d'autres travaux à mener pour voir s'il n'y a pas d'autres espèces qui pourraient s'en nourrir. En tout cas, au stade adulte, ça reste quand même un animal extrêmement agressif qui, à mon avis, est compliqué à capturer par un prédateur. Quelles sont les proies des adultes et des juvéniles de la Méditerranée? Donc, on sait que ça mange un petit peu de tout. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'impact net sur les populations d'espèces, quelles qu'elles soient, mais on n'a peut-être pas encore les densités qui permettraient de voir un impact. Donc voilà, de quoi ça se nourrit préférentiellement, ça on ne le sait pas. On sait que ça mange un peu tout, mais ça doit bien avoir quand même une préférence alimentaire. Qu'est-ce qui se passe en hiver? Ils disparaissent, donc où est-ce qu'ils sont? Jean-Claude Ponce nous m'expliquait qu'en fait, dès qu'il y a une petite remontée de température, les crabes redeviennent actifs et ils en recapturent, donc ils ne sont pas loin, hein, ils sont certainement invasés, mais ça reste aussi à vérifier. Voilà. Et puis ensuite, le taux de croissance, la première maturité sexuelle en Méditerranée, est-ce que c'est pareil que sur la côte américaine? Ça aussi, ça reste à étudier. Et enfin, dernier point, ces animaux-là sont vecteurs certainement de pathogènes qui sont associés à l'espèce et qui risquent d'être transmis à nos espèces locales. Donc là, avec un double impact, hein, puisqu'on aurait une double peine, le risque d'une pathologie qui pourrait aussi impacter des crabes locaux comme le crabe vert de Carcinus estuari qu'on trouve dans nos lagunes. Voilà. Et puis ensuite, pour suivre les déplacements des adultes, il faut qu'on mette au point des techniques. On se rapproche aussi un petit peu de ce qui s'est fait aux États-Unis, sachant que ce sont des animaux qui muent pour grandir, donc ils perdent entièrement leur carapace. Et donc, quand ils perdent leur carapace, ils perdent évidemment toutes les marques qu'on pourrait poser dessus. Voilà, donc c'était ça un petit peu ma présentation. Je vous l'ai faite un petit peu de manière rapide, mais voilà, j'espère que cette fois, elle était audible.